Donc ce soir, on va parler ensemble et de façon très pratique, effectivement, avant que vous posiez les questions, du problème de l'évaluation d'une entreprise. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler que d'abord, il y a deux types d'entreprises. Il y a le fonds de commerce et puis la société. Donc déjà, c'est pas le même problème, c'est pas la même évaluation. Et puis ensuite, il faut rappeler aussi que l'évaluation de l'entreprise, on a à la faire dans différentes circonstances et que de ce fait, on pourrait presque dire qu'une même entreprise pourra être évaluée différemment en fonction de la raison pour laquelle on veut l'évaluer. Alors on peut évaluer une entreprise à l'occasion de sa vente. Alors bon, là on va faire simple, le vendeur ça sera le plus cher possible et puis l'acheteur ça sera le moins cher possible avant de rentrer dans plus de techniques évidemment comptables. Et puis ça ce n'est qu'une possibilité d'évaluation. On a aussi à évaluer une entreprise dans d'autres circonstances et par exemple lorsque on veut faire l'apport d'une entreprise ou l'apport de titres lors de la constitution d'une société holding. Et là, on peut avoir à faire une évaluation qui sera peut-être à la fois plus facile et puis qui portera sur d'autres éléments. Par exemple, en ce moment, on apporte des titres des titres d'une SARL à une société holding. Et bon, il est vrai, un petit peu forcé sur la valorisation de ces titres, parce que vous le savez peut-être pas, mais lorsque on apporte ces titres dans le cadre de la constitution d'une holding, on peut se faire rémunérer par des titres de la holding, mais également pour une faible partie, pas plus de 10%, parce que l'on appelle une soulte. Alors bon, on visait évidemment la soulte un petit peu plus grosse. On a une petite discussion avec le commissaire aux apports là-dessus, mais qui va s'arranger. Un regard croisé alors. Un regard croisé, tout à fait. Et puis, on a aussi d'autres cas dans lesquels on a à évaluer une entreprise. On en parlait juste avant que l'on commence. C'est un cas un peu plus embêtant, sans doute. C'est lorsque le cas que j'ai en ce moment sur un dossier en contrôle fiscal, dans le domaine de l'ISF, deux associés minoritaires, non mandataires, ont oublié de déclarer leur participation à l'ISF. Donc l'inspecteur des impôts La brigade veille en disant c'est pas bien et on va évaluer l'entreprise. Voilà, il faut évaluer la société. Et puis on peut aussi avoir d'autres cas, au moins deux autres. C'est l'expropriation de l'entreprise. Donc là, on a évalué aussi l'entreprise. On se rapproche un petit peu de l'évaluation peut-être en termes de vente. Et puis, on peut aussi avoir à évaluer l'entreprise dans le cadre d'une transmission, d'une transmission à titre gratuit. On peut avoir à dire, combien vaut l'entreprise, voilà, on va la transmettre. Ce qui fait que toutes ces raisons que l'on a d'évaluer une entreprise, vous avez bien vu que ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Et donc, il est fort possible que, encore une fois, pour une entreprise, en prenant ces différents objectifs, on arrive à des évaluations qui ne soient pas du tout les mêmes. Ça, c'est un premier point. Et puis, après, et ça me permettra de passer le micro à Franck, on va voir qu'il faut faire la distinction entre deux choses, entre la valeur d'une entreprise et le prix d'une entreprise. Et la valeur d'une entreprise, c'est pas le prix, ça peut bien entendu, mais c'est pas toujours loin de là la même chose. On va dire que la valeur d'une entreprise, normalement, c'est par rapport à des éléments comptables qui sont relativement objectifs, le plus objectif possible. Éléments comptables et puis également d'autres éléments que l'on va prendre. Ça peut être des éléments immatériels, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être une marque, etc., etc. Et le prix d'une entreprise peut être fixé par rapport à une toute autre considération, évidemment notamment pour l'acheteur. Et on a tous vu, sans doute moins d'ailleurs maintenant,
vous regardais parce que vous étiez un petit peu concerné en tant que banquier. On a tous vu à une époque, il y a 10-15 ans, des fonds de commerce ou des pas de porte, des droits au bail achetés par des établissements bancaires qui voulaient s'installer là, et ils achetaient le droit au bail d'une boulangerie à un prix défiant toute concurrence par rapport à la valeur du fonds de commerce de la boulangerie. Bon, bah là, le prix qui était fixé par l'acheteur, c'était dire je veux être là. Voilà. Alors, vous me dites combien c'est et je veux être là et je paye. Donc on voit bien que c'est deux choses totalement différentes. Alors au milieu de tout ça, bien entendu, bah, ça veut dire que l'on évalue, que l'on fixe un prix. Il faut bien quand même se baser sur quelque chose. Alors, bien entendu, on va se baser sur les bilans, mais les bilans, on sait qu'on peut les lire différemment. Et puis, donc, il va falloir appliquer des méthodes, des statistiques, des barèmes, des évaluations plus ou moins forfaitaires. Là, on se rapproche plutôt du fonds de commerce. Et là, notre ami Franck va nous dire quelles sont les meilleures méthodes qui peuvent être retenues pour, s'il y en a, pour déterminer la valeur d'une entreprise. Donc à bien t'écouter, Pierre, on comprend bien que la valeur d'une entreprise, c'est comme tracer un nuage de points. C'est essayer de trouver par ces différentes méthodes à dire d'experts que l'on va évoquer ensemble, trouver un nuage de points de valeur et puis essayer peut-être de taper au milieu sur une médiane et puis essayer de dire voilà, est-ce que cette médiane de ce nuage de points de valeur, au milieu de ce nuage de points de valeur, est-ce que cela pourrait être une base raisonnable d'entrée en négociation? Voilà comment je signe et termine mes rapports d'évaluation sur les entreprises à reprendre, ou de manière générale, lorsque tu me demandes d'évaluer une entreprise pour une succession, pour une donation, pour un problème d'ISF, pour un problème d'apport à une société, pour un problème de scission dans l'entreprise aussi. On peut céder deux entreprises de branches d'activité indépendantes et autonomes, on peut les céder en deux avec les mêmes actionnaires. Bref, à chaque fois, je termine mes rapports en disant que ce nuage de points de valeur est une base raisonnable d'entrée pour négocier. Et pour négocier, je vais rester là maintenant avec vous, parce que c'est généralement ce cas-là qui vous intéresse. Je vais travailler avec vous sur les points de reprise d'une entreprise cette fois. Je ne la donne plus à titre gratuit. S'il y a des mécènes dans la salle, s'il y a des cédants mécènes, qu'ils se lèvent. Hein, sinon, il y a des repreneurs qui sont... Personne ne sait. Voilà, personne ne sait. Donc, ce sont bien les cas que je veux voir en atelier et en formation de repreneurs qui veulent acheter une entreprise, évidemment, au meilleur prix. Le meilleur prix, c'est quoi? C'est celui qui respecte les ratios bancaires. Parce que le juge de paix aujourd'hui dans les reprises d'entreprise, c'est bien évidemment au-delà de l'autonomie financière, au-delà de l'apport que vous pouvez avoir en fonds propres, c'est l'assise aussi d'un banquier qui va vous dire, en fonction de votre apport, je vais pouvoir mettre une dette et apport et dette fera la valeur de l'entreprise. Et si jamais les résultats de l'entreprise ne sont pas suffisants, n'est-ce pas, pour rembourser la dette et pour rassurer la place financière bancaire, alors, si vous portez haut et fort la reprise de cette entreprise, vous êtes un beau porteur de projet, avec un CV, avec une forte expérience, et que vous présentez une cible qui, elle, a de la valeur et sait gagner de l'argent, alors il y a des chances que vous puissiez trouver un troisième homme. Celui qui manque ici, il en manque déjà un, il manque le banquier. Enfin, nous, on est experts. Hein. Il peut manquer un troisième homme, c'est le financier. Et je vais distinguer à la fois une évaluation faite par un cédant, l'évaluation faite par le banquier et l'évaluation faite par un financier. Et c'est bien l'ensemble des trois apporteurs de ressources que va se dégager la valeur de notre entreprise. Et on va essayer, dans ce nuage de points, dans cette fameuse médiane, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop loin de ce qu'en veut le cédant. Et quand je dis pas trop loin, c'est à plus ou moins, allez, Pierre, 20%. Oui. N'est-ce pas? Regard croisé, ton regard croisé m'importe. Si vous nous amenez à un projet que l'ensemble des trois apporteurs de ressources, vous n'arrivez pas à être dans une fourchette à plus 20 ou moins 20% par rapport au prix psychologique, ça arrive. Vous le verrez.
par rapport au prix psychologique qui peut être très bien, la valeur de l'entreprise vaut la résidence secondaire que le cédant souhaite acquérir dans le Midi. Pourquoi pas, hein? Si vous êtes trop loin de cette valeur-là, au-delà de plus ou moins 20%, nous vous conseillons d'écrire et de joindre notre rapport avec notre médiane de valorisation et puis d'attendre que ce cédant voit d'autres repreneurs qui aura lui aussi fait appel aux apporteurs de ressources et sera à l'extérieur de la fourchette de plus ou moins 20% par rapport à cette médiane. Bien. Pierre a parlé de technique. On va pas en faire ce soir bien sûr, mais quelques approches qui n'ont pas beaucoup changé depuis que j'exerce ce métier. Alors, l'approche cédant, c'est la valeur patrimoniale, bien sûr. L'entreprise vaut son poids. Une méthode très comptable, c'est ce que tu évoquais, un poids d'actifs. Le chef d'entreprise se retourne vers son expert comptable. Monsieur, mon conseil expert comptable, combien vaut mon entreprise? Alors, il va partir de la situation nette, des fonds propres, des capitaux propres, de ce qu'il reste si l'entreprise, par son cédant, arrive à vendre tous les actifs à sa valeur comptable et rembourser toutes ses dettes. Si le cédant arrive à cela, il lui restera les fonds propres. À se demander si le bilan, et je te trouve un peu dubitatif, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a tout dans les fonds propres? Alors d'abord, le principe de prudence du code de commerce m'oblige, quand je suis expert comptable, à ne pas comptabiliser les survaleurs. Je dois comptabiliser une moins-value, une non-valeur, mais une plus-value, je ne peux pas le faire. Les normes IFRS n'étant pas applicables aux petites PME, n'est-ce pas? Je ne peux pas amener une non-valeur, une survaleur. Donc, le fonds de commerce, ou la marque, qui a été souvent créée, n'est pas valorisée. Donc le travail du cédant va être de trouver la vraie valeur au poids, la vraie valeur de l'entreprise par rapport à son actif. Mais quelquefois, son actif est industriel, quelquefois son actif est représenté par du besoin en fonds de roulement un peu pompeur de trésorerie, un peu nuisant à la performance. Donc on va essayer de baisser le BFR au jour où je vais vendre pour améliorer la performance. Et puis dans le même temps, essayer de valoriser au mieux l'incorporel, valoriser au mieux le fonds de commerce parce que ça n'avait pas été fait. Ça c'est la valeur que vous vend le cédant. Valeur généralement qui lui correspond bien et qui lui va bien parce qu'on peut, avec les méthodes du goodwill, on peut arriver à trouver une valeur incorporelle qui corresponde à ce qu'il attend. Alors après, en face de lui, il y a vous, il y a le repreneur et ses apporteurs de ressources, le banquier et les financiers. Alors évidemment, le repreneur, il veut acheter l'entreprise par rapport à sa capacité à dégager du résultat. Évidemment, puisque vous souhaitez racheter l'entreprise, accompagné d'une dette, avec vos fonds propres seront dans votre holding LBO accompagnés d'une dette bancaire, et le banquier va exiger que cette dette bancaire soit le plus raisonnablement possible, elle soit honorée. Alors il va mettre des ratios. Il va dire alors que la valeur de la rentabilité soit égale, comme c'est généralement le cas par la méthode des multiples, à 5 fois les bits plus le cash net en matière industrielle. 5 fois les bits, 5 fois les résultats d'exploitation, plus le cash net de l'endettement et des comptes courants, bien sûr, au passage. C'est un petit côté subjectif d'ailleurs ce coefficient, parce qu'il y a quelques années on était bien au-delà. On était à 6, on était à 7, aujourd'hui on peut être entre 4 et 6, et puis alors, bon, ça c'est dans l'ère industrielle, si on est dans le service, une boîte qui pousse en matière de croissance, en matière de service, on peut monter à 8 fois les bits. 8 fois les bits. Et puis, si vous devenez leader incontournable sur votre marché, on peut même aller jusqu'à 12 fois les bits. Jusqu'à 12. Donc, vous voyez, entre 4, 5 qui est la moyenne, et puis 12, suivant si vous êtes industriel, service ou leader sur votre marché, en position de force, on peut trouver
des différents points de valeur qu'on appelle la méthode des comparables par rapport à son secteur ou la méthode des multiples. Mais le banquier lui va dire, à l'intérieur de cette valorisation que vous m'apportez, à l'intérieur de celle-là, moi je vais mettre des contraintes essentiellement en capacité d'endettement et en capacité de remboursement. Alors, ils sont dans la salle, donc ils donnent l'hydron de la tête, si ils nous acquiescent, mais généralement, un projet à 50% d'apport, 50% de dette aujourd'hui est finançable, pour plus que les bits soient positifs. Alors on peut monter jusqu'à 60% de dette et 40% d'apport. J'ai fait un projet cette année avec 1/3 d'apport et 2/3 de dette. Voilà un peu les... Alors autrefois, avant la crise de 2009... C'était 30%, enfin 30-70, quoi, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça devient difficile. 30-70, ils nous poseront des questions, ils émettront leur avis, ils auront la parole. Les repreneurs sont toujours choqués un peu, mais c'est malheureusement ce qui se passe dans la réalité. Avant 2009, c'était plus facile. Je ne vous cache pas qu'en 2009, il y a eu la crise financière qui a entraîné une crise économique et les ratios étant tels que les banquiers, avec les incidences BAL 3 notamment et autres, sont plus à l'aise. Aujourd'hui, avec un 60-40, tu m'évoquais avant la conférence un projet qui sort à 50-50. Ouais, bon, mais voilà. Encore une fois, je ne peux parler que de généralité puisque aujourd'hui, avec une belle entreprise, on peut, et un beau repreneur qui connaît bien le secteur, qui était expérimenté, on arrive à faire plein de choses. Donc, valeur de multiples et capacité d'endettement avec le ratio de gearing, comme disent les anglo-saxons, le gearing. Et puis... Donc déjà là, on a quand même pas deux extrêmes, mais deux valeurs différentes. Il y a la valeur du cédant, valeur patrimoniale, valeur des fonds propres actualisés. Un petit côté subjectif, forcément, c'est sa boîte. Et il réévalue les actifs. La valeur on va dire pour faire simple, du banquier. Et on l'a vu dans un dossier que l'on a d'ailleurs traité ensemble, où le banquier a dit à l'acheteur, le banquier du vendeur a dit à l'acheteur, elle est superbe cette boîte, mais vous l'achetez trop cher. C'était le banquier du vendeur. Est-ce que c'était Robert ? Non, mais on ne donnera pas de nom évidemment, mais effectivement, et quelle n'a pas été la surprise, n'est-ce pas, de ce repreneur qui, sous nos conseils, va voir le banquier du cédant qui l'autorise à le rencontrer et qui lui dit, mais écoutez, très sincèrement, je vous connais peu, mais si on doit faire un bout de chemin ensemble, il me semble que vous achetez cette entreprise trop cher. Au-delà de ça, il avait évoqué la deuxième contrainte financière pour avancer pour le repreneur, c'est la capacité de remboursement. Que les banquiers appellent la capacité à honorer le service de la dette. Alors, honorer le service de la dette, ça veut dire que tout le résultat de l'entreprise ne doit pas servir à rembourser une dette senior en garantie. N'est-ce pas ? Et que dans ses ratios de contraintes, elle n'aimera pas que plus de 70. Ils se prononceront, ils sont là. À 75% du résultat de l'entreprise, du résultat de la dette, du résultat de l'entreprise, servent à rembourser la dette. Et puis, ils pourront en ajouter un deuxième. Je dis, bon, vous avez une autonomie financière, un apport suffisant, n'est-ce pas ? Vous arrivez à me montrer des prévisions financières avec moins de 70% de dette par rapport au résultat qui remontera en dividende dans la holding, c'est bien. Mais malgré tout, mes services financiers, mon conseil qui va prendre une décision, et puis le juge de paix, qui est souvent BPI, Oseo, dans les opérations de reprise, ou BPI, puisque la dette est senior, va donner votre caution à votre place. C'est BPI qui va se porter caution pour le partenaire bancaire à votre place. Il restera peut-être 30% de cautions qui ne seront pas prises à la banque. Et si la banque vous demande une caution pour les 30% restants, eh bien aujourd'hui, et j'espère que c'est filmé, il ne faut pas y aller. Parce que les banquiers sont des gens de raison, qu'il faut savoir écouter. Et à un moment donné, s'ils ne croient pas au projet, alors je ne dis pas un banquier, mais c'est trois,
Les banquiers ne sont jamais plus forts que lorsqu'ils sont en concurrence, n'est-ce pas? Bon. Donc si 3 banquiers vous demandent une caution, c'est que le projet est trop risqué et il ne faut pas y aller. Alors, capacité, autre ratio, c'est le fameux ratio de je ne prêterai pas plus de 3 à 4 années d'EBITDA. Je vous ai parlé d'EBIT, le résultat d'exploitation. L'EBITDA, c'est le BE, c'est le résultat avant les amortissements, avant l'amortissement des immobilisations, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est la véritable création de richesse. Ce sont les flux de trésorerie annuellement dégagés par l'entreprise. Et la banque vous dit, moi, valeur de 5 fois les bits plus le cash net, ou 8 fois les bits dans le service, n'est-ce pas, ou valeur du cédant, par rapport à votre apport, si mon complément de dette est au-delà de 4 années de création de richesse, de 4 années d'EBITDA, je ne vous prêterai pas. Donc lorsque nous nous rencontrons généralement ensemble autour des projets, eh bien c'est ce que l'on fait. On met la valeur du cédant par rapport à votre valeur à vous, n'est-ce pas? Valeur de rendement, l'entreprise vaut ce qu'elle gagne. Et puis on met votre apport et puis on dit qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce manque est raisonnable? Et parfois, eh bien il manque un intervenant. Il manque encore un acteur pour conforter vos fonds propres, pour baisser le gearing, pour baisser l'autonomie financière. Il manque un financier qui va consolider vos fonds propres, pour une partie en capital, puis une partie en quasi-fonds propres, une partie en obligation qui sera convertie en action si les résultats projetés ne sont pas conformes à ce que vous lui avez dit, à ce que vous avez convenu ensemble. Si pendant 2 exercices successifs, les covenants, les conditions, n'est-ce pas, ne sont pas respectées, il pourra convertir ces obligations, qui est un prêt in fine en fait. L'obligation convertible, c'est un prêt in fine, quand tout se passe bien. Bon. Donc il va pouvoir convertir ces obligations, quand tout se passe mal, en action, devenir majoritaire, et à ce moment-là, 2 hypothèses, soit il vous fait confiance et il vous laisse le capital et il nomme un directeur général à votre place parce que vous n'avez pas su faire. Soit Pierre, c'est comme ça qu'on s'appelle quand il prépare les pactes d'obligation, n'est-ce pas? C'est que il vous fout dehors, quoi, puisqu'il est majoritaire. Et alors, Pierre a eu la sagesse de négocier avant que si vous le mettez dehors, à minima, il vous rend votre apport en capital quand même. Hein. Bon. Mais voilà ce qui peut se passer avec l'apport d'un financier qui va consolider vos fonds propres, partir sur un rêve, mais ce financier, lui, il va être encore plus attaché que le banquier à une notion de liquidité. Il va vouloir que l'argent qu'il va le mettre dans votre projet puisse être ressorti dans un délai qui ira au-delà de la dette senior. Donc à 7 ans, il va falloir lui dire comment vous allez le sortir, qui va le sortir, que vous ayez identifié des pistes d'acteurs capables de le reprendre, et à ce moment-là, lui va mettre en œuvre une 3e méthode, après celle patrimoniale, celle de rendement, celle des DCF. Alors il va faire un DCF. Il va faire un discounted cash flow, qui n'est pas un gros mot. Hein. Discounted cash flow. Une petite précision sur le financier et les obligations convertibles. Ouais. La position de l'obligataire, du financier, n'est pas toujours très confortable quand même. Ce qui fait que du coup, la vôtre peut devenir un peu plus confortable, bien que ce soit lui le financier. J'ai le cas en ce moment dans un dossier où il y a des obligations convertibles donc dans la holding. Bon, les affaires vont pas du tout comme elles auraient dû aller, et l'entreprise est même sous sauvegarde. Le financier, il ne modifie rien du tout, hein, parce qu'en fait, il est financier. Il reste tanké. Parce qu'en fait, il connaît pas le métier. Voilà. Donc là, c'est vrai que des fois, on dit les obligations convertibles, ça peut être embêtant, mais en même temps. Sur le terrain et dans la vie de nos cabinets, dans la pratique, à chaque fois quand on le fait, ça m'est arrivé une fois qu'il se fasse effectivement que le dirigeant se fasse éjecter, mais dans un domaine où manifestement il clamait le fait qu'il avait besoin qu'on l'aide par un directeur général. Donc le fonds au bout d'un moment a dit puisque vous le clamez, on va le faire haut et fort et puis on va vous sortir, on va rendre votre argent et vous allez sortir. Bon.
Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que le financier est quand même à vos côtés avec vous. Alors, financier au sens large, hein, soit un business angel, soit un Je dis pas fonds. qu'il est coincé, mais Enfin- sa position n'est pas aussi confortable que ça. Et puis, si le banquier est venu avec vous, c'est que vous êtes incontournable pour ce projet, que vous connaissez le secteur, que vous maîtrisez le secteur, et que la banque est rassurée sur votre capacité à la développer. Mais le fonds, donc lui, en obligation convertible, alors, si ça se passe mal, vous avez vu ce qui peut se passer, mais encore une fois, c'est pas si facile de vous sortir et sous conditions. Et si ça se passe bien, et moi j'aime bien parler avec vous quand ça se passe bien. Alors, si ça se passe bien, eh bien, il faut bien comprendre que le fonds d'investissement ou le business angels attend un rendement. Il va faire un discounted cash flow. Il va acheter 5 années, vos 5 prochaines années de capacité à dégager du cash. Le fameux EBE dépollué de la variation du BFR et des investissements de croissance ou de maintien. Ouais. Vous voyez comme quoi le BE revient. Dès qu'on parle de création de richesse, que ce soit la banque ou le financier, le BE revient. Bon. Il achète 5 années plus une valeur terminale qui est une super liquidité qu'il va espérer quand vous allez revendre. Quand vous pourrez revendre l'entreprise. N'est-ce pas? Dans un délai de 5 à 7 ans. Généralement 7, c'est vrai, en reprise d'entreprise, plutôt 5 en start-up innovante, en création de start-up, mais en reprise, c'est plutôt 7. Donc il va acheter 5 années de création de richesse, plus une valeur terminale, sur un multiple, la valeur décomparable. Alors, 5 fois les bits dedans 5 ans, plus le cash net, dedans 5 ans. Ou 8 fois les bits dedans 5 ans si vous êtes dans le service. Ou 12 fois si vous avez pris une partie dominante et vous êtes leader sur votre marché. Bref, on refait un multiple dedans 5 ans. Et le financier fait un calcul pour obtenir un taux de rendement qu'il aimerait être de 15% environ. Il veut un rendement de 15%. Le banquier accepte un rendement de 3% sur sa dette. Le financier, lui, dit, moi je veux un rendement de 15, je veux toucher plus que si j'avais le choix de mettre mon argent dans votre entreprise plutôt qu'à la bourse, où j'obtiendrais du 5 ou du 10%. Et je vais rajouter un coefficient de risque inhérent à l'activité dans laquelle vous êtes et au fait que vous ne puissiez pas me rendre mon argent. Ce coefficient de risque, qu'on peut appeler coefficient bêta, enfin soit pour les puristes, fait que suivant les secteurs, on peut avoir des coûts moyens pondérés des ressources, des coefficients de risque, s'approchant de ce que veut le financier, allez, entre 12 et 18%. Hein. Donc il y a 15% et c'est ce que le banquier voudra. Pour votre gouverne, attendre un rendement de 15%, ça veut dire que le financier attend de multiplier sa mise par 3. Un rendement de 12% veut dire qu'à 5 ans, le financier attend de multiplier sa mise à peu près par 2. Voilà à peu près pour vous donner des grandes lignes de ce qu'il faut attendre. Et il va le diviser en 2. Une partie d'intérêt obligataire attaché à son prêt in fine. Il vous prête 100 000 en obligation à 7% tous les ans. Et si c'est un succès, eh bien dans 7 ans, quand vous lui rendrez les 100 000 euros, vous lui redonnerez 7% à nouveau. Oui, ça fait 14. Et pour les plus financiers d'entre vous, les 7% qui s'auto-calculent, je vois les banquiers qui s'auto-calculent sur le prêt in fine à 7%. Donc c'est 7% sur 100 000 plus 7%. Et ce chaque année, ce qui veut dire que le taux est à 15%. Ça tombe bien, je vous ai dit que c'est le coefficient de risque qu'il attend. Et puis l'autre partie de son taux de rendement, eh bien c'est la plus-value attendue dans 7 ans. Quand dans la 8e année, quand vous le sortirez ou quand vous vendrez l'entreprise, il réalisera une plus-value sur les 20 ou 25% ou 33% que vous lui aurez laissé dans votre capital pour vous accompagner. Généralement, en matière de reprise de PME, c'est généralement ça que vous lui laissez, 25 à 30%, pour que vous restiez largement majoritaire et dans vos décisions. Ça, c'est la valorisation en dessous du financier. du financier. Ça coûte quand même un peu cher.
Alors, ceux qui m'ont bien entendu, et puis toi, tu vas leur rappeler, vous avez quand même entendu que c'est 5 fois le rendement du banquier. C'est simplement, ils attendent 5 fois le rendement du banquier. Mais pour ça, ils prennent plus de risques. Parce que la banque va exiger qu'au premier mois de votre reprise, votre holding LBO puisse déjà commencer de rembourser la dette. Alors, on peut demander un différé de paiement d'1 an, n'est-ce pas? On peut demander que la première échéance soit dans 1 an. Soit. Et vous l'accordez, généralement, et ça c'est bien, ça aide les repreneurs dans les premiers mois à avoir un peu d'air pour s'exprimer financier. Mais enfin, au bout d'1 an, il faut rembourser la dette. Alors que le financier, lui, achetant 5 années de cash flow, il peut se dire, écoutez, repreneur, la première et deuxième année, vous allez apprendre le job. Vous allez peut-être vous prendre quelquefois les pieds dans le tapis, mais je suis sûr que troisième, quatrième et cinquième année, on va casser la baraque et qu'ensemble, on va réaliser un beau projet. Je pourrais d'ailleurs vous apporter mon réseau pour vous aider à faire de la croissance externe, ou si vous le souhaitez. Voilà. Mais ça coûte, au fin du fin, ça coûte très cher. Et si vous empruntez 100 000, vous devrez rembourser dans 7 ans, allez, à quelque chose près, 100 000. On va doubler, retenez bien ça, avec un fonds d'investissement qui veut du 15%, d'accord? Lui honorer son 15%, c'est quasiment doubler l'argent qu'il a mis sur la table lorsque il sortira. Mais c'est pas très grave, parce que si l'entreprise marche bien et que vous la maîtrisez bien, et j'ai le cas en ce moment, eh bien, la dette s'arrête, vous refaites un bout de dette, et vous, voilà. Alors certes, vous avez emprunté sur 14 ans, et non pas sur 7, mais enfin, au bout de 14 ans, et non plus sur 7, vous êtes propriétaire à 100% d'une entreprise que vous n'auriez pas, rappelons-le, au début de mon intervention, que vous n'auriez pas pu acheter, puisque vous n'aviez pas assez d'apport, que les partenaires bancaires ont mis en jeu leur ratio de remboursement et leurs contraintes d'endettement, EBITDA sur dette, voilà. Avec le financier, vous pouvez arriver à faire ce projet. Alors voilà, au niveau technique, j'en ai terminé avec les principales méthodes, et elles n'ont pas beaucoup bougé depuis que j'exerce ce métier. Valeur patrimoniale, valeur de rendement et valeur d'un DCF, où j'achète ce que l'entreprise gagne ou dégagera dans le futur. Je sais pas, Pierre, ce que tu... On va rajouter une chose sur le financier. On voit bien que l'intervention du financier a une conséquence sur la valorisation de l'entreprise et le coût du rachat de l'entreprise. L'intervention du financier a aussi une conséquence sur la gestion de l'entreprise de temps en temps, parce qu'il va être actionnaire. Donc vous allez le voir au moins une fois par an, voire beaucoup plus, parce que bien entendu, la plupart du temps, il va imposer un pacte associé et qui va dire ce que vous avez le droit de faire tout seul. Et suivant les financiers, vous avez le droit de faire beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Et quand je dis que vous allez vous voir au moins une fois par an, bien entendu, vous vous verrez plus souvent. Ça va être en gros une fois par mois. Et puis là, il faut quand même bien choisir son financier, parce qu'il y en a qui raisonnent, j'allais dire, pour faire simple, plus entreprise que d'autres. Voilà. Il faut quand même des financiers qui c'est ceux-là qu'on aime bien. Connaissent l'entreprise. Voilà. C'est ceux-là avec Pierre qu'on aime bien. Parce qu'il y en a... j'ai un cas où effectivement... Alors, c'est un financier, mais c'est surtout un ancien chef d'entreprise qui a vendu et qui investit un peu comme ça dans d'autres entreprises. Donc lui, il connaît parfaitement la marge de l'entreprise, et c'est vraiment très agréable de travailler avec lui. Un business angel, Pierre, c'est business angel. Alors, effectivement, alors on peut, si on en est au choix du financier, effectivement, entre un business angel et un fonds d'investissement filiale d'une grande banque, vous imaginez bien qu'il n'y a pas la même approche entrepreneuriale et patrimoniale et humaine. Mais j'ai des repreneurs dans ma clientèle qui sont contents d'avoir à côté d'eux un business angel, ancien de leur secteur, n'est-ce pas,
qui a vendu son entreprise, comme le dit Pierre, et qui vient mettre un bout d'argent avec leur fonds propre. Parce qu'il amène de l'argent, mais il amène aussi des idées, Il lui amène son amène, expérience. voilà, il lui amène au comité scientifique ou au comité, au comité de direction. Hein. Le comité scientifique, c'est autre chose, une direction. Il lui amène à minima, comme tu le dis Pierre, une fois par an, la veille du marché. Il est en veille sur le marché, il connaît bien le marché, il connaît bien le secteur. Donc il vous aide. Il vous ouvre des portes pour des fournisseurs que vous ne pourriez pas rencontrer avec des délais de paiement pour faire baisser le BFR sympathique. Parce que ce business angel, c'est là, n'est-ce pas? Alors, ceux-là, on les aime bien. Ah, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils sont assez sélectifs et qu'ils font peu d'opérations par an. Et quand je dis peu d'opérations, c'est 1 à 2 opérations par an. Serez-vous celui-là? Je l'espère. Mais c'est 1 ou 2 opérations par an qu'ils font. Alors, les fonds d'investissement qu'on côtoie moins. Alors, j'allais donner l'autre exemple du fonds d'investissement, voilà. J'allais dire pur et dur. Voilà, Pierre. Chez un client coté en bourse. Voilà, par exemple. Quand on voit les conseils d'administration, on a vraiment l'impression d'avoir deux démarches parallèles, mais voilà. qui ne se rapprochent pas vraiment, et c'est dommage. Il y a le chef d'entreprise et il y a le financier, quoi. Et il y a quelques fois, on a l'impression qu'ils ne parlent pas tout à fait de la même chose. Ah, j'ai le cas d'un projet, d'un candidat, mais c'est une création d'entreprise. Mais enfin, bon, c'est un peu pareil. Hein, valorisation, c'est pareil. Qui est un EM Lyon qui est parti à Paris, qui a monté une boîte assez intéressante sur le net dans le service de produits informatiques. Et quand vous cassez votre écran d'iPhone ou d'ordinateur, il vous fait un devis, et puis vous allez au bureau de poste le plus proche et vous recevez votre matériel réparé 3 jours après. Bon, bref, et on a fait une valorisation pour des fonds d'investissement parisiens et il avait un gros industriel à côté de lui. Je lui dis, mais ne fais pas cette introduction avec ce fonds d'investissement parisien. Tout me laisse à penser que dans leur approche, tu vas mal le vivre. Et certes, l'autre fonds industriel est un peu plus lent, c'est un peu plus long. Mais je pense que tu vivras mieux avec eux. Et puis, pressé par le temps, un samedi, et je le comprends, il a besoin d'argent tout de suite. Alors, il a signé avec le fonds d'investissement parisien et dans mon voilà, et malgré dans mon dos, et il a dit je suis désolé, je peux pas, mais je te comprends, tu as besoin d'argent, tu l'as fait. Et il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en guerre larvée. Ce sont au lieu d'intervenir une fois par an. Ils interviennent une fois par trimestre, voire par mois, avec des reportings conséquents, avec des gens centrés sur le TRI, centrés sur le taux de rendement interne, centrés sur les fameux 15% qui, là, en création d'entreprise, ne sont plus attendus à 15%, mais à 30 ou 40%. Un fonds d'investissement en start-up innovante va attendre, d'accord, un rendement, non pas de 15, mais de 30 ou 40. Bon. C'est vous dire s'il faut gagner de l'argent à 3 ans. Hein, bon, et alors ils sont centrés là-dessus, et ils l'embêtent, et il a des clauses de dilution absolument drastiques, et des clauses de retour trop. Voilà. Et on est en train de reprendre contact avec l'industriel pour sortir les financiers, et enfin aller avec cet industriel qui maintenant a pris le temps de mûrir sa réflexion. Voilà, je ne veux pas trop me centrer sur les gens comme ça, mais ça illustre bien ce que tu disais, entre d'autres acteurs locaux que l'on connaît bien, qui aident l'entrepreneur et qui sont là une fois par an, ou quand vous en avez besoin, et puis des acteurs un peu plus centrés, non pas sur l'entrepreneuriat. Pour revenir un tout petit peu en arrière aussi, tu as parlé tout à l'heure du juge de paix. Donc là, on revient dans le deuxième cas, c'était la discussion avec le banquier, les banquiers, et le juge de paix, c'était BPI France. Voilà, BPI France, maintenant tout le monde connaît. Et pour revenir à une pratique aussi, ben là aussi on a le cas de deux associés qui se séparent, que l'on connaît, ancien stagiaire d'ici, et ils se séparent, donc il y en a un qui rachète l'autre. Alors bon, les conditions ont fait que la discussion a été un peu difficile et le prix est un petit peu élevé. Bon. Les banquiers sont d'accord pour prêter, mais BPI dit c'est pas bon. Et là, ça bloque. Juge de paix. Ça bloque. Juge de paix. Et, alors c'est pas tellement indirectement, c'est sur la valorisation, c'est évident. C'est par rapport à une caution qu'ils devraient lâcher, et ils disent on ne la lâche pas tant que voilà.
Donc là, il y a BPI une discussion. demande une caution du... Non, avec la caution de celui qui part. Celui qui part dit moi je vends, mais il faut. Donc il faut relever sortir ma caution. Et BPI dit votre caution, elle me va bien pour l'instant parce que parce qu'il il trouve que le prix d'achat est trop élevé et donc le risque pris par l'acheteur peut être Pour favoriser l'entrepreneuriat, pour favoriser l'entrepreneuriat, la Caisse de dépôt et consignation et donc l'État, par sa tutelle, a créé BPI. Autrefois, l'Anvar, Oseo et tout ce que vous voulez, a créé cela. C'était célèbre. La star de la finance locale, c'est Marcel Deruy, que l'on connaît tous, pour ceux qui l'ont rencontré. Il vous souhaite le bonsoir. D'accord, ce sera... Il est en contact avec nous, Très il bien. est toujours sur le pont. Tu pourrais transmettre notre amitié. Voilà. Et il est... voilà un banquier financier humain. En voilà un humain, Marcel Deruy, qui connaît bien l'entreprise et l'entrepreneur. Eh bien, s'il n'était pas là, si la Caisse des dépôts ne fait pas ça, si le gouvernement ne fait pas ça, si l'État ne fait pas cela, il y a fort à parier que les projets ne sortiraient pas. Parce que les contraintes bancaires sont telles, les ratios bancaires sont tels, et pour nous en parler, que vous auriez un apport beaucoup trop conséquent à devoir mettre dans les projets pour que les projets se fassent. Mais malgré tout, ils ont eux aussi leurs contraintes, et il y a fort à parier que ils seront plus attachés à ce que vous soyez l'homme ou la femme de la situation, bien dans votre secteur, et que l'entreprise soit in bonis. Alors, on lèvera d'un voile, parce que vous ne pourrez pas dire que nous ne l'avons pas évoqué, nous lèverons d'un voile, puisqu'on en a parlé, la valorisation de l'entreprise à la barre du tribunal, entreprise en sauvegarde, en redressement judiciaire. Combien vaut une entreprise à la barre? Bon, alors à minima, c'est fonds propres, en faisant attention qu'entre le dernier bilan et aujourd'hui, il n'y ait pas des pertes. Donc elle voit minima ses fonds propres, mais attention à la perte intercalaire. Ça aussi, ça se trouve dans les discussions, et on l'a vécu récemment. On l'a vécu ensemble. On se base, bien entendu, pour entamer les discussions, sur des éléments comptables et donc un bilan. On est en novembre, le bilan est de décembre, le temps de sortir une situation, et là, patatrac. Tout était merveilleusement bien parti, Pierre, n'est-ce pas? Repreneur. On passe du rouge au noir. Repreneur au taquet, cédant. Ils se ressemblaient même à la fin. Ils étaient, l'un était le fils spirituel de l'autre. Mais vraiment, ils s'étaient adoubés. Vous savez, adoubés. Ils étaient vraiment tombés l'un en phase avec l'autre. Et puis nous, on monte nos projets financiers, tout allait bien. Et puis la dernière situation traîne à sortir. Et on se demande pourquoi. Et on insiste. Et elle sort. Et patatras. Et patatras. On gagnait de mémoire 150 à 180 000 euros par an. Et là, cette année-là, on perd 150 000 euros. Imaginez-vous la tête des banquiers. Quand on leur ramène un projet ficelé, avec 150 000 euros de perte cette année-là, et une chute de chiffre d'affaires de 30%. Ah mais oui, mais le carnet de commande. Mais oui, mais le carnet de commande est ainsi fait que l'année prochaine. Alors l'année prochaine, on y est. Et avec Pierre, nous attendons que le prochain passage au 31 décembre soit in bonis et que l'on puisse prouver aux banquiers que. On n'en est pas sûr. Le cédant lui oui, son conseil moi. Voilà. Donc on attend parce que pour pouvoir revenir voir nos amis banquiers avec des chiffres qui soient compatibles. Et ça nous brise le cœur parce que c'était bien parti. Mais si le cédant n'est pas raisonnable et n'a pas voulu baisser de trop son prix, alors que l'intermédiaire qui nous a présenté le dossier, l'intermédiaire, lui, baissait. Que je connaissais bien, baissait, il disait M. Nicolas, il faut baisser, on ne peut pas laisser votre repreneur, ça va être trop difficile pour lui. Mais le cédant et son conjoint dans l'entreprise, le couple de cédants, a dit non, on ne baissera pas, on y croit, on va attendre. Bref, voilà. Une tranche de vie d'expert, comme quoi on n'a pas toujours des belles histoires à raconter sur la valorisation des entreprises, mais alors maintenant, à vos questions, il faut vous y songer déjà à vos questions qui vont arriver, puisqu'on a fait le tour.